Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents ici aujourd'hui et de nous accompagner dans le lancement de cette première édition du festival Allez Savoir. Allez Savoir est un festival de sciences sociales lancé par l'École des hautes études en sciences sociales, qui est présente à Marseille, autour de ce campus EHESS Marseille, dont le centre est à la Vieille Charité. Allez Savoir est aussi soutenu par la ville de Marseille. Le thème de cette première édition, dans le cadre de laquelle prend place la table ronde à laquelle vous allez assister, c'est en finir avec la nature. Et donc la table ronde à laquelle vous allez assister s'intitule « Quand la nature entre en politique ». Je passerai tout de suite la parole à Emmanuel Laurentin qui présentera nos deux invités que je remercie d'avoir accepté notre invitation, Catherine Larère et Pierre Rosanvallon. J'adresse mes remerciements tout de suite aussi à Emmanuel Laurentin, donc producteur sur France Culture, que vous pouvez retrouver tous les jours dans l'émission Le Temps du débat à 18h20. Et donc à qui je passerai la parole dans un instant. Un mot également pour vous rappeler que vous pouvez retrouver les ouvrages de nos invités, des autres manifestations d'Allez Savoir dans l'espace libraire de la Vieille Charité, de la chapelle de la Vieille Charité, juste derrière vous. Et merci également donc à nos partenaires libraires qui nous accompagnent dans ce festival. Je termine juste en vous disant qu'à 14h30, donc juste après la table ronde, vous pourrez retrouver une autre manifestation intitulée « Réparer la nature » avec Andrea Benvenuto, Laura Saint-Emery, Soline Ventier et Janine Barbeau. Et je passe tout de suite la parole donc à Emmanuel Laurentin. Merci beaucoup. Merci Victor. Tous ceux qui attendaient la révolution politique ont peut-être été pris à revers par la mobilisation récente des jeunes qui défilent depuis des mois en France, en Europe et aux États-Unis, par exemple, pour le climat. Des mobilisations qui ont surpris certains des adultes qui les observent. On entend de ci, de là les remarques acerbes sur Greta Thunberg, mais aussi sur tous ces jeunes qui descendent dans la rue pour ne pas aller au lycée ou parce qu'ils ne veulent pas aller au lycée dans le contexte politique dans lequel nous sommes. Ils descendent dans la rue. Et cette révolution que certains de ces adultes avaient rêvé ou espéré dans les années 70, eh bien, ne devait pas venir, a priori, de cette préoccupation pour la planète et pour la nature. Et nous allons nous poser la question avec Pierre Rosanvallon, donc historien et professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, mais avec Catherine Larère également, qui est philosophe, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous allons nous poser la question de cette question de la nature quand elle entre en politique, car comme l'indique le petit livret que vous avez peut-être eu en main, effectivement, on pense historiquement que le peuple est entré en politique au XVIIIe siècle, que le capital et le travail sont entrés en politique au XIXe siècle, et qu'à la fin du XXe siècle, eh bien, cette question de la nature est devenue une question politique, qu'elle bouleverse justement les visions qu'on pouvait avoir de nos sociétés, et qu'il faut donc la prendre en compte désormais. On comprend aussi que les débats sont très nombreux, et on va essayer de les expliciter le plus clairement possible, en particulier pour les plus jeunes auditeurs de cette discussion qui sont avec nous et qui vont peut-être effectivement entendre des noms de chercheurs ou de penseurs justement sur cette nature et cette politique qu'ils ne connaissent pas. On va essayer d'être le plus clair possible. Pierre Rosanvallon, vous avez donc accompagné depuis maintenant une quarantaine d'années les mouvements sociaux, vous les avez analysés, vous êtes aussi un historien de la démocratie, et récemment dans votre dernier ouvrage, qui est une sorte de bilan intellectuel de votre parcours depuis 1968, vous réfléchissez justement à ces 40 ou 50 dernières années d'évolution sociale, d'évolution intellectuelle et d'évolution politique. Est-ce que vous avez vu venir ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire cette préoccupation de plus en plus intense pour les questions climatiques, pour les questions de la nature et pour la place de la nature, de l'homme dans cette nature, et aussi peut-être aussi pour ce dépassement de la séparation entre culture et nature que nous connaissons aujourd'hui? Je dirais très simplement qu'on l'avait vu apparaître au début des années 70 et qu'elle avait disparu.
il y a eu un moment, au début des années 70, qui était celui avant le choc pétrolier, qui était celui d'une société française qui, comme la société italienne, espagnole, allemande, connaissait une croissance annuelle de 6 à 7%. Et à ce moment-là, il y a eu un fameux rapport, qui est le rapport du Club de Rome, qui s'est interrogé, voilà, mais qui s'est posé la question, mais est-ce qu'au fond, cette croissance, cette consommation sans cesse accrue, est-ce que c'est une bonne chose? Donc, il y a eu à ce moment-là une réflexion sur le thème, ne faut-il pas une autre croissance plus qualitative qu'une croissance quantitative? Et puis, ça a été aussi l'introduction, on peut dire, des thèmes de l'écologie en politique à partir de la première campagne électorale qui avait été celle de René Dumont, en 1974. Au présidentiel de 1974. C'est aussi le mouvement des Amis de la Terre qui apparaît à ce moment-là avec Brice Lalonde. C'est aussi le premier magazine consacré à l'écologie qui s'appelle Le Sauvage qui paraît dans ces années-là. Donc, dans cette période d'interrogation sur la croissance, la limitation de ce qu'on appelait à l'époque une société de consommation, il y a eu un intérêt très fort pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, même si le terme à l'époque avait un caractère un peu trop scientifique peut-être. Et puis, c'est disparu. C'est disparu pourquoi? Parce que la croissance, elle s'est effondrée. Et donc, à ce moment-là, les sociétés sont moins interrogées sur le sens qu'elles avaient que pressés de retrouver l'emploi et de retrouver la croissance. Donc il y a eu toute une période un petit peu de parenthèse, et c'est, je dirais, depuis une vingtaine d'années seulement qu'il y a une prise de conscience liée à quoi? Liée au constat des scientifiques sur l'état de la planète. Ça n'est plus la critique de la société de consommation, c'est l'inquiétude sur l'état de la planète qui a changé la vision des choses et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation universelle. Pour vous, Catherine Larère, c'est une préoccupation qui vous travaille depuis longtemps, cette préoccupation justement de la place en tant que philosophe, de la place de la nature dans notre réflexion et dans la politique en l'occurrence. Alors longtemps, bon, tout est relatif. Donc moi, en fait, j'ai rencontré ces questions en 1992, au Brésil, au moment où se tenait le sommet de la Terre à Rio, et où je me suis retrouvée un peu par hasard dans un colloque à Porto Alegre, donc au sud du Brésil, qui se tenait sur les questions d'éthique environnementale. Donc moi, donc sur les problèmes de savoir s'il y a une dimension morale dans nos rapports à la nature. Donc moi, je suis arrivée à ces questions par une autre approche, qui est celui de la protection de la nature et de la défense de zones naturelles détruites par le développement industriel. Et quand j'ai commencé à m'occuper de ça, ça paraissait un peu futile. Hein. Moi, mon passé, dans les années 68, c'est un militantisme d'extrême gauche, maoïste, pour tout dire. Et donc, en arrivé dans les années 90 à s'occuper des petites fleurs, des oiseaux, et ça paraissait un peu futile. Vous voulez dire que vous n'étiez pas très écoutés ou pas très nombreux autour de ces questions-là? On était peu nombreux. Et bon, j'ai travaillé sur ces questions avec mon mari, qui lui est agro et qui lui avait travaillé sur la forêt, donc avait rencontré aussi les questions de protection de la nature. Et on se sentait un petit peu honteux de s'occuper des petites fleurs et des oiseaux. Parce qu'il y avait aussi cette idée que si c'était le social qui était important, voilà, quand si même. Si on s'occupait de la nature, on ne s'occupait pas du social, c'est ça? Voilà, et c'était et effectivement, le travail que j'ai fait, les livres que j'ai faits avec mon mari, nous ont amené de plus en plus à nous rendre compte que les deux choses étaient de plus en plus difficiles à séparer, et à ce que vous donner comme source au mouvement écologique, à l'écologie politique, c'est-à-dire à la critique de la croissance, au problème, à l'approche, à la prise de conscience du côté des savants que la planète est en mauvais état. Moi, j'en rajouterai un troisième qui est de plus en plus les mobilisations sociales de défense des milieux de vie. Et de ce point de vue-là, on peut dire que des mouvements
en France, autour de Notre-Dame-des-Landes, ou ce qui s'est passé à Sivins, dans le barrage de Sivins, le barrage de sud-ouest. Sivins. C'est aussi un héritage du Larzac après 68. Donc il me semble qu'il y a ces trois sources. Hein. Un modèle de croissance qui arrive à son terme, une planète qui va mal, érosion de la biodiversité, changement climatique, pollution, et puis des mouvements militants autour de milieux de vie dans le monde entier. Et c'est la convergence de ces trois. Il faut peut-être préciser ce que vous entendez par milieu de vie pour nos auditeurs, les gens qui sont dans cette salle. Qu'est-ce que vous entendez par milieu de vie? C'est donc la protection d'un type de vie qui n'est pas simplement la protection d'un simple milieu agricole, pensez à l'Amazonie actuellement au Brésil. Hein. On détruit la forêt amazonienne. Bon, Bolsonaro et un certain nombre de gens aident à la destruction de la forêt amazonienne pour y mettre du soja ou des vaches. Bon, ça n'atteint pas. Alors, les défenseurs de la nature, moi c'est de là que je viens, hein, les défenseur de la nature peuvent vous dire, ils ont raison d'ailleurs, la forêt amazonienne est riche en biodiversité, mais on détruit aussi les conditions de vie des Indiens amazoniens et de quantité de population. Et donc, c'est là que c'est une défense qui à la fois est de la société et de la nature. Et c'est ça la défense du milieu. Pierre de Rosanvallon, c'est vrai que les travaux, par exemple, de Philippe Descollin autour de la question de la séparation entre nature et culture nous ont profondément bouleversés dans les années 80, dans les années 90, et nous ont dit, tout compte fait, qu'il y avait une construction historique qui était justement cette séparation de l'homme occidental avec la nature, qui n'était peut-être pas semblable dans d'autres milieux de vie, justement, dans d'autres espaces géographiques. Est-ce que ça participe aussi à la réflexion qui est en cours, justement, pour faire entrer cette nature dans le débat politique autrement que accessoire, d'une certaine façon? Oui, parce que ce qu'a montré Philippe Descola, c'est que la question de la nature, c'est pas simplement un milieu menacé à protéger, c'est que la nature forme un ensemble avec la culture humaine. Et donc, on ne peut pas séparer nature et culture. Donc, je crois que ça, c'était une révolution mentale. Mais dans tout ce débat, il faut bien distinguer ce qui est l'analyse des problèmes et ce qui est l'analyse des capacités d'action sur ces problèmes. Je crois qu'il est facile de se mettre d'accord. Là, en quelques minutes déjà, on peut tout à fait se mettre d'accord sur l'analyse de la montée en puissance de la conscience de ces problèmes. Et en faisant une histoire dans ces différentes branches, ces 4 branches avec ce que vous ajoutez sur le rapport nature-culture, là on voit qu'il y a 3 massifs de réflexion qui convergent aujourd'hui pour poser en général ce qu'on peut appeler la question de l'environnement, de l'écologie. Mais pour moi, la question essentielle, c'est pourquoi, sachant tout cela, fait-on aussi peu? Pourquoi, étant donné les rapports alarmistes du GIEC, étant donné les considérations sur les menaces qui pèsent réelles sur des espaces naturels, et le Brésil est évidemment, l'Amazonie, un exemple stupéfiant, les interrogations qu'il y a sur le niveau actuel du capitalisme et de la société de consommation, tout cela converge pour dire on est vraiment dans une période où il faut prendre des décisions radicales, faire des changements radicaux. Or, ceux-ci ne viennent pas, ou presque pas pour l'instant. Du politique en particulier. Politiquement. Alors pourquoi? Moi, c'est la question principale que je me pose. Et cette question, pour répondre à cette question, je vois 3 thèmes très importants. Le premier thème, c'est que mettre au premier plan aujourd'hui cette question dans ses différentes déclinaisons présuppose de penser que le temps long est quelque chose de décisif pour l'action. On ne doit pas agir simplement sur le présent, mais on doit penser sur le temps long. Deuxièmement, que c'est une question qui est mondiale. Et actuellement, on l'a un peu portée au niveau mondial avec la COP21, mais pas tellement. Et je dirais que le paradoxe est que la démocratie apparaît mal adaptée pour traiter ces questions-là. La démocratie, alors
Moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Mais elle est mal adaptée parce que la démocratie, elle a d'abord voulu rompre avec les visions du temps long. La démocratie, elle a dit pendant les révolutions américaines et françaises, la terre appartient aux hommes et aux femmes du présent. Il faut rompre avec le passé et il ne faut pas enchaîner les générations futures. Donc, il y a eu toute cette vision du rapport au temps de la démocratie qui valorisait le présent. Il faut dire que, par exemple, pour la France, on s'ancrait dans des dynasties qui remontaient à des centaines d'années, voire à des milliers d'années. Bien sûr, mais il y avait des bonnes raisons de dire qu'il faut s'émanciper du passé. C'est qu'on voulait créer une société nouvelle, et donc il fallait rompre avec le passé. Et en même temps, on voulait donner à chaque génération la possibilité elle-même de continuer cette révolution, qu'elle ne soit pas simplement elle-même à nouveau une héritière. Enchaînée. Donc là, il y avait une bonne raison, mais cette bonne raison, elle pose problème. La deuxième dimension de la démocratie, c'est que la démocratie était fondée sur l'idée de souveraineté. Et la souveraineté, ça n'est pas l'humanité. La souveraineté, c'est constituer une société qui a ses limites, qui a son identité. Une communauté politique. Qui est une communauté politique. Et ces communautés politiques, on a appelé des États-nations, ils sont nés parce qu'on ne pouvait pas réaliser l'universel. Donc, comme on l'a dit, à partir du XIVe siècle, on a essayé de faire une sorte d'universel en miniature dans les États-nations. Mais aujourd'hui, la souveraineté, cette conception de la souveraineté, c'est l'ennemi d'une action au niveau mondial. Regardez, qui tient aujourd'hui le discours sur la souveraineté vis-à-vis de l'Amazonie? C'est Bolsonaro. Bolsonaro dit, mais l'Amazonie ne vous appartient pas. L'Amazonie, elle est au Brésil. Et si vous la réclamez, c'est que vous êtes colonialiste. Et si vous la réclamez, vous êtes colonialiste. Et que dit aussi Trump ces jours derniers? Il a dit, mais moi, je suis d'abord un patriote, je pense d'abord aux États-Unis, je ne pense pas d'abord à la planète. Donc on voit que sur ces deux terrains-là, qui est celui du rapport au temps et qui est celui du rapport à la souveraineté, qui sont deux clés fondamentales de la démocratie, eh bien, il faut en quelque sorte réformer la démocratie pour que ces deux dimensions soient prises en compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Catherine Larère. Alors c'est vrai, mais je crois que ça ne suffit pas. C'est vrai en ce sens que le passé, la Révolution française rompt, hein, on le voit bien, hein, elle invente le monde nouveau, elle ne se laisse pas dominer par le passé. Et qu'il y a une affirmation du présent. Ceci dit, on a des cas où on a su faire face à ça, et il y a la question, il y a un modèle d'invention d'une politique écologique à la fin du 19e siècle en France, c'est la question de la forêt. Les forestiers se plaignent, surtout dans les zones de montagne, que les paysans envoient leurs bêtes pâturer dans la forêt et que ça la détruit. Bon, là-dessus, justement, on va faire quelque chose et il va y avoir une sorte de modèle de politique qui prend le long terme et qui est voté en Parlement. Donc les démocraties sont capables de prendre en compte le long terme. Mais dans un espace national, en l'occurrence. Alors, dans un espace national, bon... Moi, je dirais qu'il y a effectivement un problème. Ce que vous avez appelé la myopie des démocraties, c'est-à-dire qu'elles regardent le court terme, mais c'est pas nouveau. Et donc, non, mais je veux dire, si on en reste là, ce qu'on fait, et c'est vers ça que va la vision mondiale, on met en place des expertocraties, des dictatures des savants. L'idée qu'il va falloir gérer la planète au niveau mondial, qu'on a les connaissances scientifiques pour ça. Le problème, c'est que les scientifiques, justement, ce que je disais, n'ont pas la connaissance du social. Et que moi, je pense que s'il y a effectivement une certaine inefficacité actuellement des démocraties, devant les problèmes mondiaux écologiques. Bon, si vous prenez vous parliez de la COP 21, bon, il y a une COP tous les ans, hein, des conférences des partis sur les questions climatiques, mais on n'est pas là, aucun des pays n'est à la hauteur de ce qu'il faudrait faire.
C'est certain. Hein, il y a une certaine inefficacité, en particulier des démocraties. Ceci dit, les gouvernements, soit les démocraties dites autoritaires, c'est-à-dire pas des démocraties, les gouvernements autoritaires ne sont pas mieux. Hein. Donc, de ce point de vue-là, on tombe toujours sur l'idée que la démocratie, tous les autres gouvernements sont pires. Et d'autre part, surtout, moi c'est ça que je voudrais dire, c'est que le principal obstacle, c'est pas l'inefficacité démocratique. Le principal obstacle, ce sont les inégalités sociales. Le principal obstacle à des politiques écologiques, c'est le fait que, on parlait de Bolsonaro, de Trump, et d'une certaine façon de pays comme la France, les plus riches ont intérêt à ne pas agir. Hein, aux États-Unis, c'est très clair. Si vous êtes républicain, vous ne croyez pas au changement climatique. Si vous êtes démocrate, ce qui ne veut pas dire que vous êtes extraordinairement démocrate au sens radical du terme, vous pensez que le changement climatique existe. Les grandes entreprises, les grandes firmes pétrolières n'ont pas intérêt à faire quoi que ce soit. Hein, et les États-Unis, qui sont un pays qui marche avec le pétrole, et c'est là qu'est le problème, plus que dans des dispositions institutionnelles. Pierre Rosanvallon, vous qui venez justement de cette analyse du social, parce que dans ces années 70 dont vous parliez au tout début, c'est de là que vous arrivez justement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient d'affirmer Catherine Larrey ? Je pense qu'il est exact de dire que le réchauffement climatique est vécu différemment selon les groupes sociaux et les populations. Le réchauffement climatique, il est beaucoup plus grave pour l'habitant du Bangladesh, dont une partie du pays risque d'être submergée, ou les habitants des îles Maldives, que pour ceux de l'Europe occidentale. C'est beaucoup plus grave, le réchauffement climatique, que pour toutes les personnes d'une partie de l'Afrique subsaharienne qui aujourd'hui se désertifient à toute allure et qui vont être des populations qui vont mourir de faim ou être obligées de se déplacer. Donc il y a des inégalités considérables sur la planète face au réchauffement climatique et face au changement de l'environnement. Il y a aussi des différences sociales. Il est certain que ceux qui vivent avec des moyens d'avoir l'air conditionné, etc., en souffrent moins que ceux qui vivent dans des bidonvilles au Brésil. Ceci étant dit, il y a en même temps quelque chose de commun. Bien sûr, il y a des variations considérables entre le Bangladesh et l'Europe occidentale. Il y a des variations considérables selon qu'on habite une grande ville américaine confortable ou qu'on habite un bidonville, mais pour tout le monde, on le voit bien en France, pour tout le monde, le changement de l'environnement pèse. Ce qui fait que, pour une fois, il y a aussi, bien sûr, des inégalités sociales qui pèsent, mais la possibilité de voir qu'il y a quand même quelque chose de commun. Et après tout, ce qu'on pourrait dire sur les compagnies pétrolières, ce que cherchent les compagnies, c'est pas le pétrole, c'est le profit. Donc si demain le profit... venez d'ailleurs. C'est ce que se dit Stiglitz, lui il prêche pour un capitalisme vert. Si le capitalisme vert rapporte plus que les gaz de schiste, ils le feront. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ce qui est donc peut-être que des encouragements pour tel ou tel type de développement économique est important. Ceci étant dit, je voudrais rebondir sur une chose très importante qu'a évoquée Catherine Larrey, c'est la politique des forêts. Parce qu'effectivement, cette politique des forêts, elle a été développée au XIXe siècle, mais elle est d'abord une politique de Colbert, elle est même une politique du temps de Charlemagne. Et qu'est-ce qui se passe avec la politique des forêts ? C'est que le code forestier, en quelque sorte, limite la propriété sur des tas de choses. Vous savez, la définition classique de la propriété en droit romain, c'est dire qu'être propriétaire de quelque chose, c'est de pouvoir en profiter, en jouir, c'est pouvoir en jouir, et c'est pouvoir le détruire si on veut, et c'est pouvoir le conserver et le transmettre. Donc, ce que disait le droit romain, mais après tout, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un ait le droit de jouir d'un bien, mais n'ait pas le droit de le détruire. Ou qu'il ait le droit de jouir d'un bien, mais qu'il n'ait pas le droit de le vendre. Et d'un certain point de vue, c'est ce qui existait sous l'Ancien Régime. Parce que le droit de propriété n'était pas unifié.
Et la propriété au moment de Colbert sous Louis XIV, eh bien le seigneur avait un certain type de droit, mais les paysans avaient un certain type de droit, le roi avait un certain type de droit parce qu'on avait besoin du bois pour construire les bateaux. Et je crois que la forêt est un très bon exemple parce qu'on montre bien qu'on a en quelque sorte déconstruit le droit de propriété. Et qu'aujourd'hui, je pense que ça c'est une grande question. Sur bien des points, il faudrait déconstruire le droit de propriété pour qu'un champ, ça n'est pas simplement un champ que quelqu'un a le droit de cultiver, de détruire, mais qu'un champ, par exemple, eh bien, il y a un rapport à l'environnement à maintenir et qu'on n'a pas le droit d'abuser, justement. Oui, mais il a fallu une révolution en France et des révolutions ailleurs, d'ailleurs, pour que ces droits de propriété soient réinstitués de manière différente. Eh bien, les droits de propriété, justement, un livre vient d'être traduit ces jours-ci en France, le livre de Blaou-Farbe, qui est un livre, justement, sur la Révolution française et les droits de propriété. Au contraire, la Révolution française a inventé le droit de propriété, en quelque sorte, unique, oui. où le droit de propriété, où tout se joue, où tout se lie. La propriété absolue, pourrait-on dire. Et pourquoi ? Là aussi, ça peut être pour des bonnes raisons. La propriété absolue, parce qu'on considérait que c'était la petite propriété qui était le prolongement de l'individu. Et de même que l'individu avait le droit à circuler, à pouvoir s'exprimer, à être protégé, eh bien, il avait le droit aussi à avoir son petit bien à lui et d'en user souverainement. Et c'est cette vision, on peut dire, souveraine de la propriété, cette vision unifiée de la propriété que remet en cause très profondément la gestion de l'environnement. Oui, Catherine Larère, c'est difficile. Avec le mouvement sur les communs. Hein, alors, il faut peut-être expliquer à ceux et celles qui ne connaissent pas les communs ce dont il s'agit. Bon, je dis les communs, qui est un peu la traduction de l'anglais commons. Hein. L'idée, donc, qu'il y a des biens qui ne peuvent pas être appropriés privativement, qui ne sont pas à tout le monde et qui sont d'usage commun. Alors on a une catégorie dans le droit civil français, hein, des res communis, qui sont des choses qui sont d'usage commun et des lois veillent à cet usage. Alors ça peut être des lois étatiques, ça peut être des règles. Il y a eu tout un travail qui a été fait par un groupe d'économistes, tout un travail fait, Strom, tout un travail fait pour voir comment des communes, alors on passe des communs aux communautés, des communautés par exemple de pêcheurs, hein, font entre eux des règles pour ne pas surexploiter une réserve commune. Donc il y a un mode de propriété qui n'est ni privé ni public, qui est où on règle l'usage commun d'un certain nombre de biens. Et bon, il y a un certain nombre de philosophes ou de juristes qui vous diront, au fond, l'atmosphère, hein, que nous sommes en train de surcharger avec des gaz à effet de serre, c'est un commun. C'est quelque chose qui est à tous, sans être à personne, et qui est d'usage commun. Et on a besoin de règles, alors pas forcément d'un gouvernement mondial, mais on a besoin de s'entendre sur des règles pour faire cet usage. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent, effectivement, on a un tel modèle de ce qui s'est fait à la Révolution française, du droit... c'est difficile de revenir sur les acquis révolutionnaires. On revient en arrière. Oui. Or, en fait, moi j'ai plutôt l'impression qu'on découvre des choses nouvelles et on va de l'avant. On les regarde de façon nouvelle. On les regarde d'une façon nouvelle, on ne fait pas revenir des choses anciennes. C'est pas simple. Oui, c'est regarder de façon nouvelle, c'est-à-dire, par exemple, dans la question de la propriété, on a une vision simple de la propriété. Je suis propriétaire de, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Alors qu'on peut raisonner à partir des fonctionnalités, c'est-à-dire des conditions de l'usage, des conditions de la transmission. On peut avoir un droit personnel à l'usage, mais pas un droit à la transmission, par exemple. On peut avoir... Oui, mais c'est une révolution dans un pays de propriétaires qui s'y construit depuis la Révolution française. Oui, sur mais cette notion oui, bien sûr, c'est une révolution, mais c'est une révolution qui correspond aussi à un nouvel âge des rapports entre la nature et la société. Il est évident que même pour votre voiture, vous voyez bien qu'il y a des problèmes d'usage collectif et de rapport entre l'individu et la collectivité. Quand il y a une taxe spéciale sur le carburant, c'est ça. Oui, j'allais dire que
c'est comme toujours, c'est toujours plus compliqué, plus complexe qu'on ne croit. Donc on est en train de découvrir qu'effectivement, il n'y a jamais eu d'usage absolu de la propriété, qu'il y a toujours eu des droits d'usage, hein, qu'il y a toujours eu, à la campagne par exemple, des droits de passage. Oui. Hein, il y avait si vous, avec un champ, vous bloquiez l'accès à quelque chose, eh bien vous laissiez un droit de passage. Et donc le fait qu'on n'a jamais été complètement enfermé dans sa propre... On a très facilement une image spatiale de la propriété, donc qu'on n'a pas été enfermé dans son propre petit champ, qu'il est traversé, qu'on a des voisins, mais c'est ça qu'on redécouvre et c'est ça qu'on a besoin effectivement de réfléchir et de mettre ensemble. Mais c'est pas totalement nouveau, c'était là. Ce qui est peut-être nouveau, et très récemment, je le disais en ouverture de cette discussion, Pierre-Rosan Vallon, c'est de voir que sur ces questions climatiques, des jeunes, comme ceux qui sont dans cette salle, lycéens, étudiants, sont brusquement sortis dans la rue, en très grand nombre, un peu partout, et vous parliez d'espace et de temps, là en l'occurrence l'espace est couvert par pas mal de villes, en tout cas sont couvertes par ces manifestations-là, pacifiques, très marquées par une non-violence active qui d'ailleurs vient aussi pas mal de penseurs des années 1970, et que cette jeunesse prend peut-être à revers des dirigeants politiques qui ne concevaient pas ce type d'action comme étant possible, pensant que cette jeunesse était dépolitisée et ne s'intéressait pas à cette question politique. Cette jeunesse, une partie est dans cette salle, donc elle s'exprimera bientôt. Tout pour à l'heure, on va mais lui je crois que le point fondamental, c'est tout de même de voir que chacun se sent directement et fortement concerné. Quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui peut dire « j'ai le temps de m'en tirer des problèmes de la planète ». Quand on a 20 ans, on ne peut pas dire « j'ai le temps de m'en tirer ». Or, dans une politique qui est faite par les adultes, il y a une tendance très grave et très problématique, c'est à privilégier la situation de ceux qui ont l'âge des dirigeants politiques. Absolument. Regardons par exemple la question des retraites. Évidemment. Regardons la question des retraites et regardons comment elle est gérée dans un certain nombre d'entreprises publiques, disons, ultra sensibles. Comment on s'en sort? On dit, ben voilà, toutes les personnes qui travaillent dans la SNCF aujourd'hui garderont à vie leur statut. Mais les nouveaux embauchés, ce sera différent. Ah ben comme tous ceux qui sont aujourd'hui embauchés savent qu'ils vont le garder avec leurs syndicats, les syndicats disent, ben, si dans 30 ans il se passe quelque chose de différent, c'est plus le problème de nos adhérents. Et du coup, il y a cette tendance permanente dans la société à ne pas tenir compte, je dirais, des générations futures, en disant c'est les générations d'aujourd'hui qui décident pour leur bien-être et leur confort à elles. Catherine Larrière. Oui, moi, avec la mort récente de Jacques Chirac, on repassait des choses qu'il avait dites, et en particulier ce qu'il avait dit à Johannesburg. Et en fait, c'était Nicolas Hulot qui avait écrit La Maison brûle, etc. Et où il disait « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». Et je crois que dans le mouvement des jeunes actuellement, alors j'espère qu'ils vont prendre la parole, mais vous pouvez nous dire... parler à nous ou à des gens plus jeunes que moi, vous saviez et qu'est-ce que vous avez fait. Et ça, moi je trouve qu'ils ont parfaitement raison. J'ajouterais que moi ce que je trouve, enfin ce qui m'enthousiasme pour dire, dans le mouvement des jeunes, qui me rappelle un peu ma propre jeunesse et 68, c'est quand même un mouvement, alors c'est vrai qu'ils sont concernés plus que nous, on va sans doute mourir avant que je sais pas moi, Bordeaux soit... Que la Terre avant explose. vous certainement, et avant que Bordeaux ne soit sous l'eau. Bordeaux ou La Rochelle ou l'Atlantique. En même temps, c'est une mobilisation pour quelque chose qui n'est pas un intérêt immédiat, c'est une mobilisation généreuse et qui, pour moi, pour ça, est extrêmement important. Et qui va au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre-Rosan Vallon, c'est-à-dire ce temps démocratique qui ne peut pas envisager, ou ne veut pas envisager le long terme, en l'occurrence. Non, mais bien sûr, c'est qu'il y a des générations, qui manifestent, et il y a tout de même une conscience du problème. Ceci étant dit, est-ce que ce problème est suffisamment pris en compte pour que des décisions radicales soient prises? Aujourd'hui, pas encore. Ça, c'est absolument clair. Et là, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à quelles que soient les modalités, mais à des réformes de la démocratie qui donnent du poids aux générations futures, qui donnent du poids
à l'avenir, ça c'est sûr. Or, aujourd'hui, les institutions, que ce soit par l'âge de ceux qui sont au poste de commande ou que ce soit par leur mode de fonctionnement, ne privilégient en aucune façon des décisions en fonction de l'avenir, font des décisions en fonction du présent. Et ça, alors il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Certains, c'était un philosophe qui disait il faudrait un parlement des choses pour que la nature, elle soit... Bruno Latour. Bruno Latour, elles aient des avocats. Bon. D'autres disaient il faudrait une académie, ou moi ce que j'avais proposé à la Fondation Hulot, des représentants de l'avenir, d'une façon ou d'une autre. Je crois que ces choses-là doivent être prises au sérieux et d'une certaine façon prises en compte. Mais c'est aussi... Mais qu'est-ce qui résiste alors? Parce que vous parliez tout à l'heure de ces résistances et vous disiez, Pierre-Rosan Vallon, ce qui m'étonne, c'est que tout le monde fait le constat. Parce ce qui résiste, c'est d'abord la connaissance. Ce qui résiste, c'est la connaissance. Le GIEC est quand même reconnu internationalement, mais il y a beaucoup de personnes qui résistent au GIEC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que ces vérités scientifiques ne sont pas des vérités scientifiques, mais sont de la propagande. Nous avons un problème central de rapport entre l'opinion et la vérité dans nos sociétés. La confiance. De confiance. Dans les sociétés anciennes, c'était très clair. Quand il y avait 5% d'une classe d'âge qui avait le bac, eh bien, tout le monde faisait confiance à ceux qui étaient des experts, qui avaient fait des grandes études. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est aussi expert qu'un autre. On a organisé un colloque au Collège de France sur science et démocratie. Et j'avais fait un débat avec Serge Haroche, qui est un de nos professeurs, qui est un prix Nobel de physique. Eh bien, Serge Haroche s'est fait interpeller par quelqu'un qui disait « Vous, ça c'est votre opinion ». Mais moi, je ne pense pas. Bon, le type, il a eu le prix Nobel pour son truc. Et quelqu'un qui a regardé 2-3 pages sur Internet lui dit « Moi, c'est mon opinion, je ne pense pas ». Donc, il y a vraiment une question fondamentale de ce rapport. Alors, la science, il ne faut pas qu'elle soit arrogante non plus. Parce que ce qu'il faut montrer, c'est la science en tant que doutant d'elle-même. La science qui progresse, la science qui se pose des questions. La science qui doute, mais qui doit douter pour progresser. Mais entre le doute et le relativisme, il y a un abîme. Oui. Et c'est cela, sur les réseaux sociaux, que l'on confond. Catherine Larrey, vous pensez que... Je vais modérer. Justement. Je vais modérer. Je vais peut-être revenir à Bruno Latour, puisqu'on a fait référence à lui. Au début d'un de ses derniers livres, Où atterrir, il dit, mais en fait, tout le monde sait le changement climatique, et donc ceux qui, je vais encore parler de Trump, disent ça n'existe pas, ou que Bolsonaro, lui, c'est plus ancien, il dit que c'est un complot marxiste. Bon, ça c'est relativement original. En fait, ils savent. Et la question climatique, elle est au cœur des politiques, et je crois qu'il n'a pas tort. Ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, je suis d'accord en gros que bon, le savoir, c'est que à en rester là, on donne le pouvoir aux savants. L'institution qu'on va faire, c'est une institution qui donnera un accès à la décision aux scientifiques. Et les scientifiques, ben, ils savent un nombre de choses, mais ils ne savent pas l'appliquer politiquement, ils ne savent pas faire l'articulation du... Je vais prendre un exemple, qui est la démographie. Là, quand on commence à s'inquiéter des questions climatiques, dans les années 70, ce qu'on met en avant, c'est la démographie. Là, elle est en train Bon, on est à ce moment-là, on n'en est qu'à 2 milliards, et on est maintenant à 7 milliards, mais elle est en train de grimper. Et 7 milliards d'habitants sur la planète, au lieu de 2 milliards dans les années 70. Et on dit... Tout est le problème de la démographie, et donc on est prêt à imposer brutalement, comme ça a été fait en Chine, des politiques de limitation des naissances. Bon, ensuite on a montré que tous les habitants de la Terre ne pèsent pas d'un même poids sur la Terre, et que suivant qu'on ait effectivement un Américain qui a de l'air conditionné, la chaleur, etc., ou quelqu'un au Burkina Faso. Bon, donc on est revenu, on a remis du social dans la démographie. Et c'est ça qui me paraît important, et c'est ça
pour moi, auquel on n'arrivera pas si on se dit simplement il y a un modèle scientifique qu'il faut Parce qu'on imposer. peut aussi penser à des solutions technologiques. Par exemple, ceux qui nient le réchauffement climatique, il y a même des farfelus qui ont pensé qu'on pouvait pousser la Terre avec des pousseurs pour pouvoir lui faire dévier de son orbite pour qu'elle soit plus éloignée du Soleil. Et donc, à partir de ce moment-là, le réchauffement climatique serait automatiquement supprimé par une technologie qui vient directement de la science-fiction d'une certaine façon. Mais ça veut dire aussi qu'il y a aussi des gens qui pensent que la technologie peut sauver le réchauffement climatique, les problèmes liés à la nature et à l'environnement. Or, on sait aussi que ça peut passer par une phase de décroissance, ça peut passer par une phase d'arrêt de la croissance, alors que cette croissance est fondatrice, pourrait-on dire, pour les pays européens en particulier, et pour beaucoup de pays au monde, Pierre Rosanvallon. Certainement qu'elle l'a été en tout cas, mais aujourd'hui la définition de la croissance peut être différente. On peut penser que la croissance doit être une croissance de la connaissance, que la croissance doit être une croissance de la convivialité, qu'il y a bien d'autres façons de considérer la croissance. Si la croissance se définit comme l'amélioration de la vie, il y a d'autres façons d'améliorer la vie que de changer de voiture tous les 6 mois. Que d'avoir un taux de croissance qui ou d'avoir 150 paires de chaussures. Ouais. Bon. Ou bien changer d'iPhone tous les ans. Mais ça, c'est une chose sur laquelle je pense qu'on pourrait se mettre d'accord. Et je suis également d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'est pas question de mettre des scientifiques au pouvoir. D'ailleurs, les meilleurs scientifiques sont tout de même modestes parce qu'ils ont bien conscience qu'ils savent le champ d'application de leur découverte et qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas les clés de ce que veut dire le bon gouvernement d'une société. Voilà. C'est-à-dire faire fonctionner ensemble des êtres humains. Et faire fonctionner ensemble des êtres humains, c'est notamment rétablir aujourd'hui, certains pensent que la vérité scientifique, parce que c'en est une dite par le GIEC, c'est simplement une opinion comme une autre, c'est parce qu'il y a une défiance profonde dans la société. Vous voulez dire c'est un problème politique? Mais la défiance, c'est un problème à la fois politique et c'est un problème social. C'est le sentiment qu'on ne fait pas assez attention à ce qu'on dit. Et l'opinion, c'est une revanche contre le savoir, d'un certain point de vue. C'est une revanche contre le savoir qui n'est d'ailleurs pas la revanche des ignorants contre les savants. Souvent, ce sont des personnes qui ont fait des études, qui développent aussi toutes ces versions de fake news ou toutes ces visions complotistes de la société. Et ça, il me semble que, surtout à l'ère des réseaux sociaux, c'est un élément central dans la vie des démocraties qui peut les déstabiliser, qui les déstabilise aujourd'hui. Il y a tout de même une question qui est posée par cette question climatique et qui a été évoquée tout à l'heure par Pierre Rosanvallon, Catherine Larrière, c'est la question des échelles. Vous évoquez les milieux de vie, donc en gros des milieux dans lesquels on est soi-même plongé en tant qu'individu ou groupe, est relativement proche d'un milieu comme celui-ci. Mais en l'occurrence, les échelles sont très variées, puisque la question, vous l'évoquiez tout à l'heure, des communs pour l'atmosphère, c'est pour le monde entier. Donc comment articuler, pourrait-on dire, ces milieux de vie qui sont plutôt proches de chacun d'entre nous, qui sont nos milieux dans lesquels on évolue quotidiennement, avec cette nécessité de pensée globale, donc la question de l'agir local et du pensée global qui est beaucoup ressassée depuis pas mal de temps. Oui, penser globalement, agir localement, ou l'inverse, qui est effectivement... Ou l'inverse. Qui a plein de pères, une formule qui a plein de pères et de mères. Je crois qu'on est un petit peu fasciné par le global. On est un petit peu fasciné par le global. Fasciné, ça veut dire aveuglé ou fasciné parce qu'on a envie d'y aller? Aveuglé. Au sens où c'est le global qui a donné de la noblesse et de l'importance à la question écologique. C'est à partir du sommet de la Terre, hein, comme ça en 1992, où vous n'étiez pas nés, un certain nombre de ceux qui sont là, que tout d'un coup, ça devient une question qui focalise l'ensemble de l'attention. Et quand on pense globalement, ce qu'on a fait, c'est là qu'on pense la catastrophe. Parce que quand on pense globalement, on pense un système et on pense la fragilité de ce système et on pense la possibilité
Les collapsologues sont globalistes. Non, les collapsologues, pour ceux qui pensent qu'il y a un effondrement, c'est sûr, il va exister demain. Localement, quantité de choses se font qui vont bien, si je puis dire. Alors, je citais Notre-Dame-des-Landes. On a abandonné un projet qui durait et qui avait vraiment, si jamais il avait une raison d'être, on n'avait plus. Il y a partout dans le monde, il y a quelqu'un qui s'appelle Joan Martinez-Allier qui fait, avec son équipe à Barcelone, qui fait un grand atlas des luttes environnementales dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Et il y a des gens qui... Il y a aussi un écologisme des pauvres. C'est-à-dire, c'était ça aussi le milieu de vie. C'est-à-dire, on se mobilise pour... contre la forêt amazonienne, il y a des tas de... Ça peut être contre des éoliennes. Enfin, ça peut être contre des tas de choses. Et on reprend son destin en main. Ouais. Si vous voulez, je pense qu'un des drames une chose grave de la situation écologique, c'est que les choses nous échappent. On a perdu le contrôle du climat, on a perdu le contrôle de la biodiversité, de la diversité des espèces, des populations, etc. On a perdu le contrôle des flux financiers. Je pense que ce qui compte pour la démocratie, c'est qu'on reprenne le contrôle des choses. La démocratie, c'est la possibilité de se gouverner soi-même. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe au niveau local, alors ça peut être tout petit, ça peut être une région entière, est une façon de reprendre le contrôle et de voir qu'on peut faire quelque chose. Ce qui est amusant dans ce que j'entends dans ce que vous dites, Catherine Larère, c'est que c'est très proche de ce que défendait la CFDT dans laquelle vous vous trouviez au début des années 70. C'était l'autogestion, c'était la possibilité justement de rompre avec les grands systèmes pour pouvoir faire des expérimentations locales, etc. etc. Pierre Rosanvallon. Si on revient aux collapsologues, j'ai eu l'occasion récemment de discuter longuement avec Pablo Servigne, qui est l'auteur de livres sur l'effondrement. Et j'étais frappé de voir à quel point comptait pour lui, indépendamment de cette vision d'un pessimisme, je dirais, sur l'avenir du climat et de l'environnement, un optimisme sur la reconstruction de relations sociales. C'est-à-dire que le social reviendrait par le bas, oui, c'est ça? Oui, ça m'a frappé dans la conversation avec lui. Et ça me fait penser une chose, c'est que les questions de l'écologie ne sont pas simplement celles de l'environnement défini comme rapport homme-nature. Derrière l'écologie, il y a la question aussi de la reconstruction des rapports sociaux entre les humains eux-mêmes. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier les deux. Et d'un certain point de vue, c'était davantage lié dans les années 1970. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'un des premiers à avoir été un grand prophète de l'écologie, c'était Ivan Illich. Moi, je me souviens de Ivan Illich, et qui était quelqu'un qui avait réfléchi sur comment révolutionner l'école, comment faire en sorte qu'on ne soit pas prisonnier des institutions. D'une école qui, au lieu d'être un lieu de liberté, soit un lieu d'enfermement. L'hôpital qui, au lieu d'être un lieu de soins, devenait une machine à soigner. Donc il avait réfléchi sur les institutions, mais aussi à travers un terme qu'il avait inventé, celui de convivialité, sur le fait que le but de l'humanité, c'était tout de même de bien vivre entre tous. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, ça peut être lié à une réflexion sur l'égalité, ça peut être lié à une réflexion sur la fraternité aussi, sur la fraternité, sur l'économie, bien sûr. Mais il y a les deux dimensions. Il y a les dimensions du retrouver un rapport équilibré, positif entre la nature et les humains, mais en même temps que les humains eux-mêmes apprendre à vivre mieux. Parce qu'il y a eu des versions, il ne faut pas l'oublier, il y a eu des versions fascistes de l'écologie. Bien sûr. Dans les années 1930, je me souviens que Luc Ferry avait écrit un livre très décrié sur l'écologie, mais il avait rappelé, il n'avait pas complètement tort. Et Jean Jacob aussi, d'ailleurs. Il avait rappelé qu'il y avait un certain nombre de lois, il est vrai, héritées du passé, mais il y avait un certain nombre de lois, en tout cas reprises par les nazis, qui célébraient les corps sains et la nature sans avoir évidemment aucune vision ni démocratique ni de reconstruction d'une société fraternelle. Je voulais juste dire sur
la généalogie fasciste de l'écologie. Serge Audier, dans un volumineux livre d'histoire des idées qu'il a fait sur le productivisme, dit que la généalogie, enfin l'idée que l'écologie aurait une ascendance fasciste, c'est une des plus grandes falsifications historiques de Non, mais il ne s'agit pas de dire ça, puisque son livre est consacré pour montrer comment les socialistes utopistes étaient en fait déjà des adeptes de l'écologie. Mais c'est de dire que l'écologie n'a pas eu que des bons amis, disons, voilà. Mais pas que des mauvais non plus, quoi. Je crois qu'il faut qu'on arrête malheureusement, puisque nous succède une autre conférence tout de suite derrière. D'ailleurs, je vous l'annonce, Réparer la nature avec Andrea Benvenuto, Laura Centemeri, Soline Ventier et animé par Janine Barbeau. Merci à toutes et merci à tous d'avoir été ici présents.